Monsieur l'ambassadeur, vous avez, au travers de votre carrière, passé beaucoup de temps au Moyen-Orient, Oui, Liban, Syrie, euh, oui, Libye Libye. et Iran. Et Iran pour finir. Depuis que j'ai été conscientisé, à 16 ans, comme collégien, enfin comme lycéen, en 1942, sous l'occupation, j'étais entré dans l'AS, dans l'armée secrète, jamais revendiqué mon titre de résistant. Quand je rencontre mon vieil ami Stéphane Hessel, je lui dis, après la mort de Raymond Aubrac, tu es devenu le premier grand résistant de France. Il me dit, non, 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 nous sommes à égalité. Le petit vaguemestre de merde, comme tu dis, si on ne l'avait pas eu, comment les réseaux auraient-ils fonctionné? C'est les vaguemestres qui faisaient vivre la résistance. Alors on rigole comme ça, comme vous voyez, on rigole comme ces deux-là, comme Edgar Morin et Stéphane Hessel. Voilà. Donc à 16 ans, j'avais fait ce serment, qui était le serment des jeunes de l'AS, mourir debout, mourir avant 30 ans. Alors mourir avant 30 ans, ben, on a tous appris à l'oublier, mais mourir debout, ça demeure et c'est ma devise. Je suis professionnellement, pour faire court, un ancien méhariste, un vieux diplomate, vieux mais encore actif, un jeune chercheur, depuis 11 ans chercheur associé du CNRS. C'est un titre que je mets maintenant en avant, puisque je suis l'un des des 2 ou 3 000 diplomates français vivants à l'être, et un associationniste convaincu et militant. J'ai coutume de dire que je suis porté par la baraka. C'est un mot que j'ai servi plusieurs fois au président François Mitterrand, qui tantôt souriait, tantôt s'énervait un peu en disant « Oh, mais qu'est-ce que vous avez à me parler de votre baraka? Qu'est-ce que c'est que votre baraka ?» Mais vous le savez très bien, Monsieur le Président de la République, ça veut dire la chance en arabe. En fait, ça ne veut pas dire la chance, ça veut dire la bénédiction divine. Baraka d'Allah, c'est la bénédiction de Dieu. Donc moi, j'ai quelque chose qui m'a porté dans toute ma vie professionnelle et qui ressemble à, on dira, une extraordinaire chance qui m'a fait frôler la mort plus de 10 fois. La mort m'est passée une fois à 2 centimètres, mais enfin bon, c'est probablement que c'est comme ça dans tous les destins. En tout cas, je suis toujours là. Et je parle encore. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais qu'on en vienne à parler de l'actualité. Elle est riche. On parle de la Syrie, les tensions américaines autour de l'Iran, le jeu de l'Israël qui se retrouve un peu déstabilisé avec tout ce qui se passe autour. Quelle analyse vous faites de cette actualité là au Moyen-Orient? Et en question subsidiaire, est-ce qu'on peut toujours parler, ou est-ce qu'on peut encore parler d'un impérialisme occidental ou pas? Ah, voilà une question qui me plaît, elle est accrocheuse. Euh, Procédons par ordre. Une banalité d'abord, le Moyen-Orient, le Proche et Moyen-Orient, en français nous distinguons le Proche et Moyen-Orient, ce que ne font pas les anglo-saxons, est un des points chauds de la planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, là, on dit une vérité de la palisse. Mais à partir de là, évidemment, commence le travail de réflexion et d'analyse. Donc le chercheur que je suis, ancien diplomate, vieux routier du monde arabo-musulman, 31 ans de vécu dans le monde arabo-musulman, je suis record au Quai d'Orsay, le suivant au moins de 20 ans, s'est fait une opinion
sur la transition du monde arabo-musulman dans les mutations de notre planète au cours des 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu la fin de la guerre froide. Ça n'existe pas. La guerre froide continue. Elle se perpétue. On nous parle d'une troisième guerre mondiale rampante, tantôt économique, tantôt... Bon. Ce que j'en dis, moi, et qui n'engage que moi, bien sûr, c'est que la guerre froide était l'affrontement frontal, bipolaire, de deux puissances politico-militaires. L'univers communiste, mené par l'URSS, post-stalinien, mais qui s'est implosé sans faire un mort. Ça a été une guerre zéro mort. Et oui, et oui. Pour tuer le pangermanisme, par exemple, un autre isme de la fin du XIXe siècle, il y en avait trois. Le marxisme, le pangermanisme et le sionisme. Pour tuer le pangermanisme, on apprend en histoire qu'il a fallu 20 millions de morts dans l'humanité en deux guerres mondiales. Bon, le monde dit marxiste-communiste a défunté par implosion de l'Empire soviétique, et à travers la perestroïka, par la réapparition à son vrai jour, sous son vrai jour, de la Russie, je ne dis pas éternelle, mais la Russie sempiternelle, et puis laissant derrière les républiques soviétiques d'Asie centrale, qui n'ont, excusez-moi, rien à voir de l'autre côté de l'Oural avec ce qui se passe en Europe. Bon, alors à partir de là, mon analyse, c'est que la guerre froide se continue sous d'autres aspects, sous d'autres couleurs que celles que l'on nous dit. Et pourquoi ne nous le dit-on pas? Voilà la vraie question. Eh bien, les couleurs, c'est que la guerre est idéologique. Et qu'il y a fondamentalement, dans le monde d'aujourd'hui, et je ne perds pas de vue la question sur le Proche et le Moyen-Orient, hein, croyez-moi, parce qu'elle est centrale. Il y a deux façons de concevoir, je crois, l'avenir de la planète. L'une, c'est la philosophie huntingtonienne, celle du célèbre professeur Huntington, n'est-ce pas, sur le choc des civilisations. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne dit pas qu'il y a des races supérieures, des races inférieures. Non, ça ne peut plus passer, ça serait trop gros. Ça s'est dit avant, mais ça peut plus se dire après. Bon. Donc, il dit qu'inévitablement, le monde occidental est promis à un heurt perpétuel, constant, universel, avec l'univers de l'islam. Erreur. Faux. Pire que faux. Provocation. Pourquoi? Vous avez dans le monde, on ne le dit pas assez, 1,5 milliard de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans et 17 000 juifs, dont 7 000 vivent en Israël et 10 000 en diaspora. Et malheureusement, le sionisme, le troisième des ismes, des philosophies du XIXe siècle, non seulement n'a pas disparu, mais mène le haut du pavé. Donc, pour moi, les gouvernements, les politiques des gouvernements, d'accord, ça existe. Je ne suis pas négationniste, absolument pas. Moi, j'affronte les réalités, je les prends à ma mesure et j'essaye dans ma petite tête de cartésien, ma tête de bois, hein, d'ordonner en ligne les idées. Moi, je vois un monde où s'affrontent, si vous voulez, le libéralisme, une philosophie économique qui prend le primat sur le politique. Et je suis fondamentalement, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce à quoi j'ai réfléchi, étant plus philosophe d'ailleurs qu'administrateur de la France d'outre-mer, diplomate français ou ce qu'on voudra, moi je vois que dans le monde d'aujourd'hui, hein, ce qui compte, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le primat de l'économie sur le politique, c'est une fadaise américaine
qui a abusé l'Europe et qui abuse le monde occidental. Voilà. Alors, vous me direz, mais en face, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez en face de ce que vous brocardez, n'est-ce pas? La pensée huntingtonienne, et j'en discute avec Marie-France Garot, qui ne peut plus se passer de moi, elle a besoin de mon témoignage à tout moment pour comprendre comment se passent les choses. Bon, moi, j'ai rien à faire avec le souverainisme. Moi, je suis un homme libre qui essaye de réfléchir et d'analyser. Je suis devenu un chercheur scientifique de sciences humaines. Bon, et je partage ma vie, d'ailleurs, avec les sciences humaines. Depuis 56 ans, si vous voulez savoir. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'en face du monde capitaliste, oppresseur, impérialiste, il y a un monde inorganique, où les forces sont à l'œuvre. On ne peut pas dire qui gagnera. La Russie, sait-on jamais. On en a vu qui avaient coulé et qui sont remontés. L'histoire est jalonnée de tellement d'imprévus et d'imprévisibles. Les pays émergents, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que si vous regardez tant soit peu la démographie, pas l'économie, la démographie, c'est pas parce qu'il y a 1,5 milliard de Chinois. Mais ce qu'il faut voir, c'est la projection à 20 ans et à 30 ans. Si vous fréquentez les démographes, ce qui est mon cas dans les sciences humaines à MMSH, hein, eh bien, je vois les courbes. Et je sais que le monde chinois va vers la réduction à 1,2 milliard ou à 1 milliard, que le monde indien va encore monter, etc., etc. Quand Khomeini, quelques jours avant sa fin, a décrété que les femmes désormais pourraient pratiquer la contraception, ça a été une révolution intellectuelle extraordinaire dans un pays qui a 10 000 ans d'histoire intellectuelle, le monde persan, qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur, parce que moi je préfère à tout prendre la Perse éternelle à la Chine, dont on nous dit qu'elle est éternelle, mais je connais le début, je ne connais pas la fin. Hein. Quant à l'Égypte des pharaons, on a vu ce qu'il en a été. Bon. Alors, donc, si vous voulez, dans ce qu'il y a en face du monde capitaliste, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a un magma où des forces sont à l'œuvre. Dans ce monde-là, au sein du monde musulman, 1,5 milliard, vous avez le monde arabe qui pèse au maximum 300 millions. On n'est pas sûr qu'il y ait 300 millions d'Arabes musulmans. Je m'explique, il y a des Coptes, il y a des chrétiens, il y a des Coptes en Égypte, il y a des chrétiens au Liban, en Syrie, en Irak, un peu partout, hein, etc., etc. Donc mettons qu'il y ait en gros 300 millions d'Arabes et 1,5 milliard de musulmans. Est-ce que nous sommes voués pour la suite du XXIe siècle, s'il continue, et la suite des siècles, s'il doit y avoir lieu, ce que je ne sais pas dire parce que je ne sais pas lire dans le bar de café, hein, est-ce qu'il y a lieu de décréter la guerre sainte? Moi je dis non, absolument pas. Absolument pas. De toute ma vie, j'ai cherché l'écoute, j'ai cherché à entendre l'autre, j'ai cherché à apprendre même des Bédouins, qui ne vivaient que dans leur univers de Bédouins, qui voyaient pas plus loin que le bout de la tribu, du territoire de la tribu. Les guerres mondiales, ils apprenaient, ils disaient ah, les Blancs se font des guerres. Alors ils disaient il y a les guerres des Blancs qui se font, mais c'est pas leur truc. Bon, ouais, moi j'ai une autre approche que ceux qui parlent à la radio, à la télévision, ou les politiciens qui sont des simplificateurs nés parce qu'ils ne peuvent être élus que sur des simplifications, des complexités sociales et aussi bien économiques, j'en conviens, mais d'abord sociales, avant économiques. Il y a des échelles de valeurs. Pour moi, le social passe avant l'économie et l'humanisme, finalement, est peut-être la clé qui résout les contradictions entre ces valeurs. Voilà. Alors, face au monde oppressif, encore une fois, impérialiste et agresseur d'un Occident capitaliste, nous avons un monde décousu qui est en voie de se faire, où le peuple arabe est remué dans son sein. Vous voyez que je n'ai pas perdu le fil et que j'en viens au Proche et au Moyen-Orient,
est secoué par les printemps arabes. Qu'est-ce que les printemps arabes? C'est l'immense déception qui est née d'une promesse indue qu'a faite la déclaration de Barcelone, un des actes politiques les plus courageux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui proclamait l'égalité entre tous en Méditerranée, la mobilité, la sécurité, l'échange, la coopération interculturelle. Et, cerise sur le gâteau, en 2010, le marché commun euro-méditerranéen. 15 ans après, 15 ans, 17 ans après, on voit le désastre. Hein? Déclaration de Barcelone, processus euro-méditerranéen, politique de proximité, politique de voisinage, UPM, autant de foirades. Je suis né marocain, berbère ou arabe, voire juif. Je suis né algérien, je suis né tout ce que vous voudrez sur la rive sud. J'attends quoi? J'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'attends quoi du monde? Moi, je serais plus violent qu'eux. Moi, j'aurais pris la... Bon, mais je ne veux pas dire. Bon. On ne parle pas de révolution arabe. Il y a une révolte arabe. La première révolte arabe, c'est celle qu'a conduite Laurence d'Arabie en promettant le paradis aux Hachémites. Mais entre-temps, son confrère en barbouzerie britannique, hein, qui s'appelle Balfour, a promis la même terre aux Juifs. Et ils ont, pour les siècles des siècles, empoisonné l'histoire de l'humanité. De Gaulle a dit dans des écrits, parce qu'il y a des écrits non publiés de Gaulle, vous avez une phrase où il dit « Peut-être l'humanité cessera-t-elle de voir le jour par la faute des Juifs qui ne cesseront pas d'empoisonner l'histoire du monde. » Voilà. Donc moi je tiens l'antisionisme pour un poison né au XIXe siècle et qui perdure et qui ne va pas crever demain. Mais je n'ai aucune capacité d'ailleurs de le faire crever, pas plus que quiconque. Simplement, moi, j'ai pris mon camp, je mène ma lutte, on en pense ce qu'on voudra, mais la révolte des Arabes, la deuxième révolte, est née de l'incapacité de l'Europe d'être l'Europe. Elle n'est pas une puissance, elle a déçu l'attente de millions et de centaines de millions d'hommes, notamment arabes et musulmans, que je connais, qui sont mes frères, oui. Et je dois dire que c'est pas en dénonçant l'islamisme violent, etc., est-ce que le Coran le permet, etc. Non, la question n'est pas là, excusez-moi. Quand vous avez un oppresseur qui vous promet monts et merveilles, qui vous farcit le mou avec ses déclarations de Barcelone, qui vous appâte avec ses processus d'investissement dans la rive Méditerranée. Vous avez à Marseille, vous êtes de Marseille, Reifers, Observatoire économique de la Méditerranée. Reifers prouve dans un bulletin annuel que d'année en année, le fossé n'a jamais cessé de se creuser depuis 17 ans entre la rive nord et la rive sud au niveau du PIB national et individuel. Quel intérêt, monsieur l'ambassadeur, quel intérêt pour l'Occident à bloquer ce développement économique? Quel intérêt à faire échouer cette coopération? Alors, c'est une bonne question. Là, c'est Anima qui me fournit la réponse. Anima est un organe de la Commission européenne qui a été fondé il y a 11 ans maintenant à Marseille. Anima InvestMed, il s'appelle. C'est une officine pour l'investissement méditerranéen. Les analystes économistes vous font la démonstration suivante. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, les flux d'investissement dans le monde arrosent les 5 continents. Mais inégalement. Il n'y a pas un continent qui est toujours gagné ou un continent qui est toujours perdu. Ça monte, ça descend. Ça se comprend. Mais il y a un point faible dans la carte mondiale des investissements, des flux d'investissement dans le monde, c'est la Méditerranée. Et le repoussoir, c'est la guerre israélo-arabe. Il n'y a pas d'autre explication. Je vais en trouver une, vous me la direz, parce que moi, depuis 12 ans, je cherche et je ne l'ai pas trouvée. Voilà.
Les investisseurs ne veulent pas aller là où il y a la guerre. Nous avons fondé les brigades internationales pour la paix sur un immense défi où l'ONU ne peut pas agir, où l'Europe n'a pas la volonté d'agir, et nous, comme associatifs, on ne se croit pas plus fort que les autres, mais on dit plutôt mourir debout. Eh bien, si c'est le sionisme qui est l'ennemi, on fera rencontrer des juifs anti-sionistes, parce qu'il y en a, il n'y a pas que Stéphane Hessel et moi, hein, il y en a plein en Israël, il y en a peut-être un tiers de la population juive, et la totalité de la population arabe, hein, il faudra qu'ils reculent. S'ils ne reculent pas, aucun espoir. Les investissements ne viendront pas et la désespérance s'emparera d'un monde de plus en plus révolté parce que vous ne devez pas ignorer non plus, hein, ce qu'on ne dit pas, seuls malheureusement, pour notre société intellectuelle française, hein, seuls les spécialistes le savent, depuis 1902, le monde arabe, depuis la fin de l'Égypte et la mainmise de la Grande-Bretagne sur l'Égypte, hein, le monde arabe vit la lutte de l'ancien et du moderne, c'est-à-dire la contradiction entre la tradition et débouler dans le monde moderne, dans l'univers de la technologie, de la science, du développement, hein, et de la production. Voilà. Le monde arabe est malade de cette maladie infantile. Et non seulement l'Europe ne l'a pas aidé avec toutes ces fariboles sur le processus méditerranéen, mais on leur a vendu de la peau de singe et maintenant ils sont révoltés. Ils sont révoltés. Et leur révolte, c'est la mienne. Monsieur l'ambassadeur, en Syrie, en ce moment, c'est la guerre depuis une vingtaine de mois. Et on peut retrouver une guerre beaucoup plus psychologique, économique, exercée sur l'Iran, hein, avec beaucoup de sanctions. Quel est le jeu qui se fait là autour de ces pays, avec le Liban au milieu, qu'on voit très déstabilisé? À quoi cette déstabilisation sert dans le contexte que vous nous décrivez? Alors, la déstabilisation est donc la conséquence de ce que je vous ai expliqué. On est d'accord sur ces prémices. Bon, à partir de là, ça sert à quoi? Ben, ça ne fait que révéler l'impuissance des puissances, à commencer par l'ONU. Un cessez-le-feu de 4 jours, dès le soir, le 20h vous apprend qu'il ne sera pas tenu 4 jours. Stéphane Hessel est imparable. Il est le seul être vivant au monde à avoir été co-rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies en 1947, à 95 ans. Vous savez qu'il a lancé le mouvement Indignez-vous. On n'est pas d'accord là-dessus. Dit Stéphane, tu es un ange. Tu marches à 7 lieues. Tes pieds sont à 7 lieues au-dessus du sol. Et parfois ta tête se perd dans les nuages. Hein? Tu es un ange. Moi, je suis un homme d'action, un homme de terrain, un homme de combat, un homme de lutte. Et je mourrai en luttant. Il me dit, mais calme-toi, etc., indignez-vous, c'est très bien. Je dis, non, tu aurais dû dire, révoltez-vous. Il n'y a que la révolte. Si vous ne prenez pas la révolte, indignez-vous, c'est bourgeois. Révoltez-vous, c'est révolutionnaire. Comprenne qui voudra. Les pauvres révoltés, ils ne sont pas jusqu'à la réussite. Pardon. Je vous en prie. Comment on fait pour se révolter quand on est dans le contexte, je dirais, j'y mettrai des guillemets, démocratique, français Je vais faire un apologue très court. Quand j'étais premier secrétaire à Beyrouth, notre deuxième séjour libanais, 1 an d'année sabbatique pour apprendre l'arabe, 4 ans de premier secrétaire et ambassadeur de 85 à 87, quand aucun autre diplomate français n'a accepté de relever le défi après l'assassinat de Lamar. Bon, je veux vous dire, nous habitions comme premier secrétaire à Avenue Clémenceau, là où était l'ambassade de France à l'époque. Et il s'est trouvé que l'un de nos enfants était scolarisé au collège protestant de Beyrouth. Le collège protestant de Beyrouth, une ancienne institution extrêmement respectée et recherchée, et nous avions réussi à mettre l'un de nos enfants là-dedans. Et il a eu pour copain de classe le fils d'un médecin palestinien qui habitait exactement en face de chez nous. Un jour,
ce Palestinien, médecin remarquable, que j'aimais beaucoup. J'ai malheureusement perdu de vie parce que dans la vie sépare. Hein. Ce Palestinien m'a dit un soir à 2 h du matin à l'Athénienne, on rebâtissait le monde. Il dit, Christian, tu as été dans la résistance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, je crois que chez les chrétiens, ils disent, citant Jésus, mets-toi debout et marche. Prenez les armes et luttez. Voilà ce que je lui dis. C'est la lutte. C'est pas la négociation. Comme diplomate, je sers la négociation. Mais comme Christian Grave, je sers la lutte. Pour moi, il n'y a que la lutte. Parce que quand vous voyez Huntington, n'est-ce pas, qui, 13 ans après, continue à vendre ses salades, hein, et on ne sait pas si demain, c'est pas Romney qui va passer. Moi, je n'ai pas dit, comme Stéphane Hessel, le 23 décembre, avec l'élection d'Obama, l'humanité va vivre un nouveau siècle. Moi, je ne l'ai pas dit, je l'ai engueulé le lendemain. J'ai dit, mais mon pauvre Stéphane, tu continues encore dans ton angélisme. Il ne pourra rien faire. Là, un président américain ne peut rien faire. Qui mène l'Amérique? C'est le FBI et la CIA. C'est tout. Avec le Mossad, en plus, en prime. Monsieur l'ambassadeur, j'entends votre appel, révoltez-vous. Comment la population peut-elle se révolter au regard de l'information qu'elle reçoit sur l'état du monde et les enjeux? À vous poser le problème des médias. Exactement. Le problème des médias, il est lié à ce que je vous ai dit. D'un côté, vous avez l'impérialisme capitaliste, et de l'autre, un monde qui se cherche, qui n'a pas trouvé ses marques. Moi, j'ai eu une dispute de 56 ans avec Maria. On s'aime, mais on ne s'est jamais séparés, on a tout fait ensemble. Hein. Mais elle croit que la presse et la radio et la télévision délivrent de la vérité, délivrent du mensonge. Ils sont payés. Du moment qu'ils sont payés, l'information est faussée. Moi, j'ai fait au premier colloque sur la diplomatie culturelle à Rhodes, il y a 2 ans, colloque d'ailleurs en partie financé par les Américains. C'est l'Université libre de Berlin. Parce que, il faut savoir, l'Université libre de Berlin, c'est un campus américain en Europe. Bon. J'ai fait mon dégagement sur information et communication. Hein. Parce qu'on nous dit, l'information est bonne, la communication est mauvaise. Attendez, si vous vendez, quand on était sous l'occupation, il y avait la marchande de légumes qui disait à ma mère, « Ah, si vous voulez des poireaux, il faut acheter des rutabagas. » Voilà. Et l'information, c'est des rutabagas. Et vous préfériez des carottes ou des navets. Mais on veut vous vendre des rutabagas. L'information est vendue. Elle est achetée, elle est vendue. Un journaliste, quand il sort de son école de journalisme, il est pris par un journal ou par une chaîne qui sont de l'argent. Ce sont des puissances capitalistes. Hein? Et la tromperie des peuples, elle vient de la fausseté des médias. Les médias sont à la solde. Et bientôt, ils vont faire et défaire les gouvernements. Et puis quoi, non? Vous qui avez été en poste en Libye, Syrie, Liban, Iran, est-ce qu'on peut parler de la même corruption des médias du côté, justement, de l'autre côté de la force? Ou est-ce que c'est typiquement... Avec des nuances. Avec des nuances. Parce que la société n'est pas bâtie de la même façon dans le monde arabe. La société est stratifiée en fonction de la tradition. Elle est transversalement secouée en oblique par la modernité. Donc vous avez le choc de la tradition avec l'appel de la modernité. Et que vous soyez d'en haut ou d'en bas, que vous soyez ayatollah ou simple cochon de payant qui verse son obol à l'office religieux du quartier, hein, vous ne recevez pas la même information. L'Iran, par exemple, a ses services secrets comme tout un chacun. Je vous révèle rien que personne ne sache. Bon. Mais cette information des services secrets, où va-t-elle? Elle va dans la poche, sans fond, des ayatollahs. Quelquefois, on a eu des amis iraniens, parce qu'il y a un humour iranien qu'on ne connaît pas en Occident. On ne connaît plus. On les a coupés du monde. Ils disent, les poches des mollahs, les mollahs, on a une robe et puis dessus un pantalon, les poches des mollahs sont des poches qui traînent par terre.
parce qu'ils prennent l'argent sou à sou, ils en ont tellement, ça traîne par terre. Quand ils rentrent chez eux, ils ne peuvent presque pas franchir le seuil de la maison. Ça c'est des histoires iraniennes. Donc le pauvre peuple, c'est comme toujours, il est exploité. C'est l'ignorance, c'est la misère. Maintenant, on les affame par les choses, les sanctions économiques qui n'ont jamais au monde, dans l'histoire, des scientifiques vous le diront mieux que moi, jamais changé. Regardez, Kadhafi, 15 ans, il a résisté aux sanctions économiques. Hein? Et à la sortie, l'Europe a été blousée, je l'ai écrit, mais ça n'intéressait personne. Le Figaro, qui m'avait passé la commande, ne l'a pas publié. Et j'ai mis dans ma liste, d'ailleurs, des 20 articles, des 23 articles sur le Moyen-Orient, l'autre jour, j'ai mis articles commandés par le Figaro non publiés. Hein. La France et l'Europe volés à la sortie par l'Amérique. Quand les Américains ont soi-disant découvert les machines de mort de Kadhafi, hein, c'était à 9 mois de l'expiration des concessions des 3 compagnies pétrolières sur 5 que Kadhafi n'a pas nationalisées, hein, et ils allaient les perdre. Et il fallait qu'il les signe. Et il les a signés. Et l'Europe a été blousée. Et les pétroliers européens, ils ont été blousés. Voilà. Le peuple, là-dedans, il est roulé. Il est enfariné. Qu'il soit chinois, qu'il soit kanak, qu'il soit moldovalak, le peuple, il est fait pour être roulé dans la farine. Et si ce n'est pas 89, si ce n'est pas la Bastide, il n'y a rien qui change. Relisez votre histoire. Hein. Il y a Spartacus et il y a la Révolution française. Point barre. Est-ce que on peut entendre dans votre propos qu'il faudrait prendre les choses dans l'ordre, réinformer le peuple, trouver des moyens de l'informer sur la réalité de la situation pour lui donner cette impulsion qui va faire qu'il se révolte? Mais est-ce que vous croyez que sans un effort, comment dirais-je, vital, sans un engagement vital, un homme du peuple peut ne pas être manipulé et roulé dans la farine, comme on l'explique? Moi, je n'ai pas trouvé la formule. Moi, je me bats, j'ouvre ma gueule, j'emmerde tout le monde, on me montre du doigt. Bon, je suis quand même respecté. Jamais les sionistes n'ont fait sauter cette maison, ils auraient pu. Ils pourront le faire, peut-être que demain ils le feront. C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu, parce que la guerre que je mène contre eux est impitoyable. Le coup qu'ils ont fait à Benjamin, quand à 3h15 du matin, les types lui ont foutu le ziv sur le bide, hein. Lève-toi, qu'ils ont crié, et ils lui ont foutu les menottes et l'ont emmené. C'est humain, ça? Qu'est-ce que les nazis ont fait de pire? Rien de pire. Et je vous le dis, je ne suis pas négationniste. Parce que les nazis sont inexcusables et ce sont des Européens. Le mal fait aux Juifs n'a pas été par les Arabes. Il a été par des Européens, qui s'appellent les Allemands, monsieur. Et secondairement, les Russes, de Staline, avec son goulag. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand... Bon, il faut vouloir la vérité. Il faut la crier, il faut la hurler. Il ne suffit pas de dire indignez-vous. Oui, indignez-vous, bien sûr. Dans la société bourgeoise, indignez-vous. Mais dans ma société révolutionnaire, c'est le cri à la bouche et si possible l'arme à la main. Il n'y a pas d'autre issue. C'est inexpiable. Quelle arme a le peuple, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui? Pardon? Quelle arme pourrait avoir à la main le peuple aujourd'hui? Il y a beaucoup d'armes. Alors, la lutte peut être intellectuelle. Moi, je pense que c'est pas... J'ai parlé d'armes, mais les armes ne sont pas seulement des machins, des canons. C'est pas ça. Moi, je suis contre l'industrie des armes. C'est abominable, n'est-ce pas? Comment les puissants d'Occident qui font le prêchi-prêcha de la paix depuis des décennies, hein, empoisonnent la terre entière avec leurs armes de mort. Vous pouvez me l'expliquer, ça? Ils font crever la planète en plus parce qu'avec leur saloperie d'industrie, ils dérèglent le climat. Il faut aller aux sources du mal. Le mal fait à l'humanité
par l'univers capitaliste incarné par les États-Unis d'Amérique et suivi comme un mouton par l'Europe sans volonté, sans âme, hein, est-ce qu'il y a une Europe des peuples? Vous l'avez trouvé, vous? J'allais vous poser la question. Même ces technocrates de merde, ils sont même pas foutus de nous foutre le faux semblant d'une Europe sociale. Ils la récusent. Non. Mais je ne suis pas pour la désespérance. Moi, je suis porteur d'espoir. Je suis, d'ailleurs, je vais faire une conférence à Gardanne où je suis invité, vous savez que c'est communiste. Bon, moi, je ne suis pas communiste, je ne suis pas plus communiste que socialiste, que souverainiste, que rien du tout. Mais je parle à tout le monde. Je parle surtout avec des jeunes pour des jeunes. Hein. Les jeunes m'aiment bien. Ils n'ont jamais voulu qu'on retire Brigade internationale. On l'a maintenu. On finira l'année prochaine, évidemment. Après l'université de Limassol, je ne pourrai plus. Là, si je vis encore, c'est pas sûr que je passerai l'hiver. Mais enfin, si, après tout, il avait 95 ans, le camarade Stéphane. Il ne faut surtout pas dire qu'il a été communiste. Sa femme qui a été la passionnariat de la CGT à Air France, n'est-ce pas, dit Christian, je t'interdis de dire qu'il a été communiste. Il dit, mais je regrette, j'ai vu les papiers, il a été aux jeunesses pendant. Et c'est pas une honte parce que tout le monde y a été. Celui qui n'a pas été, c'est bien dommage pour lui. Voilà. Et Marie-France Garot comprend ce langage, par exemple. Mais Christiane Essel me dit, non, il ne faut pas le dire. Alors, il ne faut pas le dire. Alors, il n'est pas communiste, il n'est pas socialiste. Puis, il met une motion au PS. Il est devenu écologiste. Non. Moi, j'ai une vérité, comment dirais-je, unitaire, droite comme peut l'être une barre de fer, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas souple. Et le maître mot en diplomatie, c'est la souplesse. Donc, j'ai dû jouer de la souplesse. Ça m'a coûté. J'ai écrit là-dessus, d'ailleurs, sur le conflit de l'homme avec son métier. Hein. Ça a été, elle peut vous le dire, parfois douloureux. Hein. Et puis, il y a d'autres vilainies qu'on ne peut pas dire. On vous envoie au charbon. Bon, les autres rigolent, ils disent, tiens, c'est grave qu'il va y aller. Oui. Et Mitterrand qui dit, ah, vous m'avez jamais dit non. Bon, ben, je vous dis oui. Puis je rigole un coup, puis je continue. Et puis Chirac, il me dit, mais vous allez recommencer. Ben, je recommence, pourquoi pas? Je m'en fous. Bon, j'ai rien à perdre, j'ai 3 enfants. Bon, je n'ai que ma retraite, j'ai rien d'autre. Bon, la France de ma génération s'est enrichie, la vôtre va s'appauvrir, hein, c'est bien triste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous navre. Que les jeunes s'affranchissent, et je leur fais confiance, de ce carcan qu'ils auront hérité de leurs aînés, la droite et la gauche française, les républicains et les démocrates. Zéro. Zéro. Je sais bien que Internet est binaire, que le monde binaire est dans le monde de la spiritualité, de l'esprit, de l'intelligence, une approche des plus pertinentes dans l'univers d'aujourd'hui, l'univers du XXIe siècle. Mais essayons d'en sortir. En tout cas, essayons de réfléchir pourquoi le binaire serait infranchissable. Moi, j'ai soutenu la théorie du troisième homme. Et la troisième voie était celle de Kadhafi. Ce qu'il proposait, c'était ni communisme, ni capitalisme. La troisième voie, la République à l'athénienne, le pouvoir du peuple. Bon, il a dégénéré comme l'on sait, mais ce qui nous a interpellés, qui nous a intéressés, c'est cette idée d'une république à l'athénienne où le peuple reprendrait la parole. Bon, qu'il est foiré, à voir, parce qu'on ne vous dit pas tout. Et là, Maria peut en dire long, plus que moi, parce que j'ai débrayé et je ne veux plus me débattre avec la Libye, c'est devenu, ça me complique trop la tâche. Mais je vous le dis de tout cœur, il n'y a aucune fatalité de penser que la jeunesse, je crois que c'était votre propos, est asservie irrémédiablement à l'héritage dichotomique entre 2 pensées contradictoires. La pensée est libre, elle peut être unitaire,
c'est le meilleur, mais c'est difficile, spirituellement ou intellectuellement. Elle peut être trinitaire, elle peut être autre chose encore. Voilà. Je n'ai pas la clé du problème. Mais ce que je dis aux jeunes, c'est que la lutte pour la paix, hein, c'est d'abord, il est interdit d'interdire. Quand nous faisons venir à Larnaca, nous avons fait venir, nous ferons venir à Limassol, des jeunes Israéliens et Israéliennes, Palestiniens et Palestiniennes, Libanais et Libanaises, malheureusement pas de Syriennes, Chypriotes du Nord et du Sud, les lois nationales leur interdisent de venir. Il est interdit, j'ai lu en arabe, le texte à Beyrouth et à Damas, c'est le même. Il existe la même loi en Israël. Il est interdit à la jeunesse de fraterniser avec l'ennemi. Il est interdit de serrer la main. Je ne vous dis pas de coucher ensemble. Hein. Nous, à 18h, on dit papier et mamie s'en vont, vous faites ce que vous voulez de la nuit. Et ils ont été heureux comme jamais, et ils tambourinent sur Facebook, etc. Quand est-ce que tu nous recommences le topo? Voilà. Donc moi, je crois en la jeunesse. Maria croit en ces jeunes, parce qu'ils nous ont aidés à vivre et à survivre. Hein. Bien sûr, on est ringard à bien des égards, on le sait, on est lucide, mais au moins notre parole, par et pour la jeunesse, a du sens. Et si des politiques venaient s'interposer, hein, ça serait par hypocrisie et par mensonge, parce qu'ils ne le font pas. J'ai vu le président de France Volontaire, j'ai fréquenté tout ce monde-là. Après Martin Hirsch, j'ai fait le tour de l'associationnisme français, du bénévolat, de l'engagement des jeunes. Ça ne prend pas. Les jeunes sont alertés sur les risques de la continuité politique. La plus grande probabilité, ce sera la discontinuité politique, c'est-à-dire une révolution. Mais bien souvent, on me dit, ta révolution nationale, elle ne règle pas le problème avec l'Allemagne, etc. C'est pour ça qu'il faut être révolutionnaire internationaliste. Mais d'abord, chacun doit balayer sa maison, avant d'aller balayer chez le voisin. Je vais me permettre une question osée, qu'on ne mettra pas forcément dans le reportage, mais je pense que vous avez peut-être un éclaircissement à apporter. Ça touche à un milieu assez particulier qu'on appelle le milieu complotiste des théoriciens du complot, qui nomme souvent un club qui existe vraiment, qui est le club Bilderberg, qui est souvent associé au CFR, Council Foreign Relations, et à la trilatérale, trois mouvements élitistes, trois clubs élitistes, dont on donne volontiers le propos qu'ils dirigeraient le monde par leur regroupement élitiste. Quelle opinion vous avez de ces clubs élitistes qui Deux choses. Un, je ne les connais pas, je ne les ai jamais fréquentés, jamais cherché à les approcher. Deuxièmement, j'ai souvent été brocardé comme étant l'un des leurs. À quoi je pose la vérité, c'est-à-dire non. Vis-à-vis de la théorie du complot, dont on m'a souvent, surtout les socialistes, on dit oui, mais tu vas dans la théorie du complot, etc. Il y a complot et complot. On ne peut pas dire que le complot n'existe pas. Les historiens vous diront il y a des complots, on les connaît, il y a des complots. Bon. Tout expliqué par le complot, comme tout totalitarisme de l'esprit, est évidemment une erreur manifeste. Hein. L'excès en tout est fautif, coupable. Donc, dire que le complot est partout, c'est pas possible, c'est même très dangereux et c'est tout à fait nocif. Donc moi, je mets en garde contre la théorie du complot. Mais quand je me permets de dire à un ami que l'assassinat d'Harari à Beyrouth est forcément marqué de l'oppression syrienne sur la société kaléidoscopique libanaise, oui, mais ça ne suffit pas. Raison nécessaire, mais pas suffisante. Parce que la part du Mossad
doit être analysée. Pourquoi les sbires d'Hafez el-Assad sont-ils allés jusqu'au bout? Ou de son fils, de Bachar? Pourquoi peuvent-ils aller jusqu'au bout? Parce que le Mossad à Beyrouth leur donne un coup de main. Alors ça, Gérard Khoury me dit, tu es dans le complot. Et si c'est être dans le complot, j'accepte d'être dans le complot. Mais je ne suis pas de la théorie du complot. À point nommé, si mon analyse m'y pousse, ni pas m'y prête, m'y pousse, parce que c'est très fort, j'ai la conviction que le Mossad a mis sa patte. Parce que le Mossad est présent partout. Et mon étonnement, je vous le redis, c'est qu'il ne m'ait pas fait sauter la baraque ici. Mais peut-être ça viendra demain. Et vous saurez, je vous l'aurai annoncé, vous l'aurez enregistré, et tout le monde sera content. J'ai fait un tabac l'autre jour là, chez Francis Simonis, 3e année d'histoire, ils étaient 43, un tiers black, un tiers beurre et un tiers français. Et je me suis déballé, bon, il m'a lancé, tu as été mairiste, tu as été diplomate, bon. Alors je dis, je ne vais pas raconter mon livre sur le chameau, je ne vais pas vous raconter. Les jeunes ont besoin d'entendre autre chose que la ritournelle somnifère des médias. Un grand problème de la société occidentale, aujourd'hui, il est là. Est-ce que les Arabes vont pouvoir s'en libérer? Chez eux, la presse et les médias en général n'ont jamais atteint, même sous les dictateurs, l'oppression qu'elle représente chez nous. Chez nous, elle est hypocrite et sournoise.